recevons. L'art pariétal tel que nous le recevons actuellement, c'est entièrement une reconstruction esthétique. Il y a bien un objet, et la réception de cet objet, c'est une construction sociale et esthétique. Et donc, qu'est-ce que nous avons à construire socialement et esthétiquement de la réception des objets contemporains de l'art, qui ne sont pas tous prostitutionnels? Et en quoi peut-il y avoir dans le contemporain une manière d'entrer en conflit et en lutte contre ces formes prostitutionnelles qui sont bien évidemment majoritaires sur le plan économique, mais qui pour autant ne sont pas du tout absolument, monopolistiques sur le plan de la production. Voilà, je crois que ça me paraît indispensable de faire ces distinctions si on veut pouvoir produire un vrai rapport politique à ce questionnement. C'est justement contre ce genre de discours sulpicien que j'ai conçu mon exposé. Contre ce genre de discours quoi? Sulpicien. Sulpicien. Je veux dire ça, sulpicien. On dit sulpicien. Bon, pourquoi? Parce que, oui, je vais dire que tu allais t'efforcer de diluer le poison de cette façon, mais c'est justement contre ça, contre la position que tu défends, exactement contre cette position-là que j'ai conçu cet exposé. D'abord, le geste de l'art contemporain, celui que j'incrimine, n'a strictement évidemment rien à voir avec celui de tous ces grands artistes du passé qui travaillent à la commande. Rubens, il travaille à la commande. Ça n'a rien à voir, parce que l'immense majorité de ceux qui sont sur le marché aujourd'hui, l'immense majorité de ceux qui sont sur le marché aujourd'hui, ils n'ont pas de commande. Donc ils doivent chercher l'acheteur, ils doivent aller l'attraper par la manche. C'est ça qui est spécifique dans les conditions de l'art contemporain. Non, il y en a quelques, oui, la commande, il y en a encore, mais ça, la commande, elle concerne quelle proportion de ceux qui se disent artistes aujourd'hui? Tous ceux qui produisent massivement ne produisent que par la commande. Non, mais massivement, mais moi, ça m'est égal qu'ils produisent massivement ou pas massivement. Non, mais quand tu cites Jeff Koons, voilà. Non, ça, je sais, mais c'est justement, j'ai dit, la fin de mon exposé, j'ai dit, c'est pas ça mon problème. J'ai dit, ça n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est l'artiste de gauche, aujourd'hui, avec sa bonne conscience et sa mauvaise foi, qui cherche, qui se pousse, qui avance, etc. Laisse-moi te répondre. Il se pousse, il avance, il fait tout ce qu'il peut pour se montrer, pour se promouvoir, pour exposer, etc. Convaincu qu'il porte la charge d'un message politique progressiste qui va faire avancer le schmilblick, etc., qu'il est dans le bon camp, qu'il défend la bonne cause, qu'il a les bonnes valeurs, etc. Et au fond de tout ça, il y a évidemment un quiproquo, un faux semblant, et là une dose de mauvaise foi qui est infiniment plus épaisse que la mienne, parce que non, il est pris dans un diagramme, il est pris dans des gestes, il est circonscrit dans des espaces où il n'y a aucun effet politique, il ne produit aucun effet de déplacement. Il est sérialisé dans un monde de l'art d'aujourd'hui où c'est étanche entre les espaces politiques, là où il y a des rapports de force, là où il y a de la tactique, là où il y a de la stratégie, où il y a de l'exposition et du danger, et cet espace immunisé de l'art, il n'y en a pas beaucoup qui vont en prison, tu l'auras remarqué aujourd'hui, aussi subversif soit-il, hein, sous nos latitudes. Non, ailleurs, oui. Non, mais ailleurs, là, on n'est pas, tu sais très bien que je suis en train de parler évidemment des espaces qui sont les nôtres. Mais des philosophes en prison en France, il n'y en a pas non plus. Hein? Des philosophes en prison en France, il n'y en a pas. Non, mais des positions politiques peuvent conduire en prison. Tarnac, ça peut conduire en prison. L'équivalent de Tarnac en art, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, jamais entendu parler. Bon, c'est ça. Oui, c'est ça le problème. Donc, ce que j'incrimine là, c'est un geste qui embarque, si tu veux. Ça fonctionne comme un entonnoir. Et donc, même ceux qui se présentent sous les dehors, les plus engagés, les plus ceci, les plus cela, c'est déterminé et surdéterminé par l'inscription dans cet espace-là, qui est un espace immunisé contre les effets politiques. Alors quand tu me dis qu'il faut constituer des avant-gardes, machin, etc., je voudrais savoir où elles sont les avant-gardes artistiques aujourd'hui, de savoir quel est leur champ de communication avec les espaces politiques, quels sont leurs effets politiques, quel est leur poids politique, etc. Et ça n'a rien à voir, pour finir sur ce point-là,
ça n'a rien à voir avec le statut de la philosophie, parce que c'est une question de part de marché. Je veux dire, la philosophie, elle ne compte pas, alors que l'art, aujourd'hui, l'art contemporain, a une fonction dans l'expérimentation de nouveaux dispositifs de gouvernement des vivants, qui est évidemment essentielle et fondamentale. La philosophie, c'est peanuts, c'est rien du tout. Alors, il y en a qui se vendent aussi, je veux dire, il y a des philosophes qui sont entièrement du côté de la culture, du marché, etc. Mais bon, ça, c'est pas ça qui est déterminant. C'est parce que la philosophie, ça n'intéresse personne. Heureusement, ce qui nous sauve, c'est que la philosophie n'intéresse personne. Alors que l'art, ah oui, ça intéresse beaucoup de monde, à commencer par les gouvernants, parce qu'on gouverne avec ce qui s'appelle l'art aujourd'hui, c'est-à-dire la culture. Voilà, c'est là qui est toute la différence. Donc, le rapprochement, bon, moi je veux bien, on peut le faire comme ça, mais il n'a absolument aucun poids, parce qu'il n'y a aucun enjeu en termes de gouvernement des vivants du côté de la philosophie, alors que du côté de l'art, il y a des enjeux qui sont premiers. Il y a pas d'ailleurs, tu remarqueras qu'il n'y a pas de ministère de la philosophie, le ministère de la culture, il y en a un. Oui. Hayek, qui était philosophe, François Evade est philosophe. Vous dites là un peu général, parce que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? L'art, d'abord. Vous parlez uniquement de l'art plastique, de l'art, c'est-à-dire soit sculpture, soit architecture, soit peinture. Mais justement, les catégories traditionnelles, on peut dire quasiment, ont disparu. Moi je vois, en fait, comme tu l'as dit d'ailleurs, rappelé, mais enfin, tout le monde le voit avec évidence, c'est que, mettons, ce qu'on appelle peinture a quasiment disparu dans la création, ou tout au moins, on ne voit pas, mais là aussi il y a le problème de commande. Il y a un moment, au fond, où il y a des organismes ayant, je prends uniquement des commandes publiques. Il y a eu commande à Chagall, il y a eu commande à Masson, il y avait eu commande à Dufy, etc. Comme au moment du Trocadéro nouveau, il y avait eu commande à Valéry, je ne sais plus comment il s'appelle, au sculpteur. Donc il y avait à Mayol, etc. Mais à l'heure actuelle, quels sont comment un artiste arrive-t-il? Je dois dire que c'est très difficile à saisir, que ce soit dans l'art qui demande des investissements financiers qui ne sont pas énormes, mais qui quand même sont importants, comme dans l'art pictural ou dans l'art de la sculpture, ou alors des arts qui n'existent que par des investissements financiers énormes comme le cinéma. Bon. Si on n'a pas des commanditaires, si on n'a pas des producteurs, on ne peut pas faire d'art. Le seul art qui demanderait un investissement financier minime, ça serait l'écriture, à la limite. Mais à ce moment-là, il faut solliciter aussi, tu as parlé de l'écriture, dans ce que tu as cité, mais je crois que c'est très difficile de parler de l'art. On pourrait dire qu'il y a un art contemporain. Je crois que c'est intéressant de définir l'art contemporain en général. Bon, c'est une catégorie, il faudrait se demander est-ce que cette catégorie existe. Je crois qu'il faudrait parce qu'on peut s'arrêter. Si l'on regarde à l'heure actuelle ce qui se fait à Paris, moi je ne vois que ça, un tout petit peu à travers les expositions. Les expositions sont en général rétrospectives. Dans les musées, ça s'est arrêté à peu près. Qu'est-ce que c'est? Le dernier, c'est peut-être en taille que l'on a exposé, mais c'est de l'art contemporain, mais c'est un art contemporain qui est à la limite du contemporain, parce qu'il faudrait savoir s'il appartient à l'art moderne ou à l'art contemporain. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y avait une conférence que Claudia Barrera m'avait fait entendre en Argentine par Badiou, qui était intéressante de ce point de vue-là. Elle était en français, mais c'était traduit en espagnol, mais elle était en français, et
il faisait la différence entre l'art moderne, un peu schématiquement, mais qui était intéressant, entre l'art moderne et l'art contemporain, avec des caractères, si l'on peut dire, des critères, si l'on peut appliquer cela à l'art, des critères ontologiques, si l'on peut dire, qui définissaient l'art moderne par rapport à l'art contemporain. En gros, sur un exemple, par exemple, je ne sais pas, justement pictural, on pourrait dire que l'art moderne se situe au niveau des formes, de la modification des formes ou de la composition du tableau, mais qui est une construction malgré tout. L'art contemporain, ce n'est plus pareil. L'art contemporain arrive à ce moment-là par une décentration de la notion même de production plastique au sens de la plastique, ou comme le dit Thierry Brio, la plastique pure, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se permettra de mettre un caillou sur une table et de le présenter comme une production. Donc, comme une production, à ce moment-là, ça s'est modifié d'une façon tout à fait importante, et que cet art contemporain n'utilisera pas non plus la notion de matériau, mais utilisera n'importe quoi, et également non pas la permanence de l'œuvre. Dans un autre plan, on pourrait dire que l'art contemporain commence avec le fait que l'œuvre n'est pas faite pour être permanente, éternelle, mais pour être détruite. C'est un peu Christo, par exemple, qui avait fait cela, ou Hermann Nietzsche, également avec ses installations, ou d'autres. L'art contemporain est une œuvre vouée immédiatement à la destruction, au fond, tandis que la caractéristique de l'art moderne est une construction. Bon, c'est une division que Badiou avait proposée, qui n'englobait pas totalement la différence, mais qui est une parmi ces différences, mais qui, je crois, est intéressante. Pour nous montrer justement que le rapport de l'art avec quelque chose qui peut permettre de donner, en dehors de l'époque, en dehors du temps, un critère. C'est-à-dire, c'est pas uniquement ce qui se dit maintenant, c'est ce qui se caractérise par des caractères propres, de sorte qu'on peut mettre Duchamp dans l'art contemporain, alors qu'il est ancien et appartient même à l'art classique, et devient un classique de l'art dans ses installations anciennes. Donc, c'est un critère intéressant. Je m'arrête parce que je te laisse la parole sur ce point. Sur l'impact de la philosophie et des philosophes dans le monde contemporain. Et je pense que vraiment, c'est une fiction de dire qu'il n'y en a pas, parce que, bon, je t'ai cité l'exemple d'Ayer, qui a vraiment été entièrement à l'origine de tout le néolibéralisme contemporain, et c'est un philosophe. L'exemple des gens comme Eval, etc., et une certaine catégorie de Foucauldiens qui ont un impact considérable sur tout le système assurantiel français, et y compris à la tête du MEDEF. On peut citer des exemples, et des exemples alors massifs. Bon, je ne parle même pas de Badiou dans Vanity Fair qui prépare un film hollywoodien sur Platon, mais on peut citer d'autres exemples, et l'exemple de toute la publicité actuellement réclame des philosophes. Ce sont des philosophes qui sont dans les systèmes publicitaires. Philo Magazine, ça fait partie de ça fait partie de toute cette entreprise d'impact, mais qui devient populaire de la philosophie dans le monde médiatique. Et on ne peut pas nier cet impact, c'est une réalité. Et ça fait partie des formes constitutionnelles de la philosophie contemporaine. Avec quand même une philosophie distinctive. C'est sélective, la formation des représentants d'une certaine philosophie autour de la génération, peut-être, parce que le nombre de 40-50 qui sont véritablement des philosophes du champion. Il y a un tournant esthétique chez eux, ils se sont presque spécialisés dans cette connaissance même. En utilisant des concepts inventés par des philosophes de génération antérieure, des philosophes qui sont relativement peu intéressés à l'art contemporain pour le défendre, et qui se sont fait une spécialité, quand même, en France en particulier. Et un des projets, d'ailleurs, d'État, c'est d'associer l'école normale supérieure autour de Badiou et la Villa Varson, école d'élite d'art plastique, d'art contemporain,
et qui a échoué d'ailleurs, parce que Badiou, on lui a imposé son Duchamp. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de force, il n'écrit pas son Duchamp, on le fera à sa place, etc. Et en fin de compte, il a placé Duchamp sous le patronage de Mallarmé, il a dit en aparté qu'il n'est pas spécialement Duchamp, etc. Il y a un conflit là pour tirer du côté de la défense de l'art contemporain quelques auteurs qui restent en retrait, même très sceptiques. On se connaît les 15 thèses sur l'art contemporain de Badiou. Il parle d'art impérial à lui, c'est assez clair. Il est assez féroce. Mais on lui a déjà reproché, parmi les critiques les plus importantes de tous les milieux politiques et intellectuels à l'égard de Badiou, c'est essentiellement des critiques qui portent sur sa conception artistique. Il est considéré par Alizard comme un monsieur qui a des goûts traditionnels, etc. Donc il est visé par des grands représentants de l'art contemporain, qui sont souvent des philosophes de formation, des jeunes philosophes. Oui, tout à fait. Ça, c'est ça. Alors je ne sais pas si c'est une prostitution philosophique, il y a un tournant artistique très net dans la recherche philosophique contemporaine. Oui, c'est ça. Pour défendre unilatéralement l'art contemporain dans ses versions les plus actuelles. Non, mais moi, c'est pas Vous avez ça. une institution, je l'ajoute. Oui, mais c'est pas ça que j'étais en train de parler, c'est de l'impact qu'a vraiment la modalité philosophique, le statut de philosophe dans des aspects du monde contemporain. Quand je parle du monde de la publicité, qui est vraiment le monde qui actuellement génère tous nos espaces, non seulement de visibilité, mais de lecture, d'acquisition de connaissances et d'acquisition culturelle. Tout cet espace-là, c'est pas simplement des artistes qui l'investissent, c'est des artistes donc en effet constitués à ce milieu publicitaire, ce sont aussi des philosophes. Et il y a autant de concepts dans ce monde-là, qui est le monde invasif contemporain, il y a autant de concepts que d'images. Et on a besoin de producteurs de concepts autant que de producteurs d'images. Et ça n'empêche pas qu'il y ait par ailleurs des producteurs de concepts qui font autre chose, comme il y a aussi des producteurs d'images qui font autre chose, et ça n'empêche pas que les producteurs de concepts qui font autre chose aient envie de faire valoir précisément ce qu'ils veulent être une véritable politisation de l'esthétique, et pas une esthétisation du politique, pour reprendre la distinction benjaminienne. Je suis embêté, je vais dire simplement, je suis embêté parce que je ne sais pas votre discours, toutes les catégories, tout ça, tout ce que j'entends, et je suis embêté parce que tu l'as énervé. Et comme je sais que je ne vais pas être gentil, je me dis aïe aïe aïe. Alors, voilà, je commence à dire que je ne vais pas être gentil. Pourquoi ? Parce que j'ai été très embêté en vous écoutant dès le début. Dès le début, par l'énumération que vous avez faite. Alors, je voudrais pas que... Je sais que je marche sur des œufs, là, et que je voudrais pas... Je voudrais pas qu'on fasse dire ce que je ne dis pas. Comment dire ça? Parce que je ne prends pas le mot... du coup, je ne prends pas les histoires de prostitution prostitutionnelle dans ce sens-là. Vous avez parlé de 3 artistes au début. Sophie Carle, Catherine Millet, enfin artistes, trois personnes connues dans le monde de... Catherine Millet et Marcella Yacoub. Trois figures que l'on rencontre dans toutes les gazettes et sur tous les plateaux et surtout voilà. J'avoue n'avoir lu aucun livre de ces 3 personnes. J'ai lu des photos de Sophie Carle dans un magazine et Marcella Yacoub, il m'arrive de lire ses chroniques dans Libération. Mais la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est j'ai 3 femmes. Alors je suis pas en train de chercher à opposer masculin, féminin, masculin, c'est pas ça. Du coup, je me suis posé la question, mais c'est vrai que, effectivement, quand j'entre dans le monde des arts, je suis essentiellement dans un monde masculin. J'ai très peu de figures féminines dans l'art. Hein? Dans le contemporain, ça échange. Voilà, c'est là que... Non,
c'est là que je veux arriver. Hein. C'est là que je veux arriver. Hein. Je suis en train de lire en ce moment Louis Althusser, Initiation à la philosophie pour les non-philosophes. Prenez-moi comme un non, tout ça. Non artiste, non spectateur, non. Je suis en train de. Parce que quelque chose s'est passé quand je vous ai écouté, qui a bloqué dès le début, que j'arrive à me dire, mais peut-être que c'était ça le sujet. Donc, je reviens à cette histoire de féminin, donc un monde assez masculin. Et je disais, vous parliez de vitrine, et vous parlez donc d'aguichet, et puis je me disais, mais c'est un peu le monde féminin, ça. Je chope encore, je suis très étonné, moi, d'entendre encore des jeunes filles dans la rue ou dans le métro. Bon, on va faire du shopping, on va faire du lâche-vitrine, Je me dis, avec mon côté 68 ans, je me dis, on en est encore là. On en est encore à ce partage des choses, des façons d'être dans le public, d'être dans la rue, d'être... C'est un peu brouillon, mais comment dire ça? Je me posais la question, avec les mots que vous utilisiez, si justement c'est pas là le travail à faire, c'est tout cet univers-là qui arrive dans l'art. Tout cet univers... parce que, qu'est-ce qu'on demande souvent aux jeunes filles? D'aguicher, d'être jolie, d'être bien pimpée, et d'aller chercher le contrat. C'est ce que je ressens et que j'entends depuis très longtemps. Et du coup, je me posais la question si dans votre entreprise, si ça, c'était pas quelque chose qui était raté, quoi, qui était, comment dire ça? J'ai du mal à le formuler parce que ça m'est, excusez-moi, c'est en vous écoutant, dès le départ, je me suis dit, mais il y a ce truc là derrière, de toutes les images que vous employez, ce sont des images que je connais de ce qu'on me dit du monde féminin. Et je sais qu'une chose, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le monde féminin vient aussi dans les activités professionnelles et dans les activités de l'art et dans toutes les activités. Et que c'est ce chamboulement-là qui est en train de distordre cette organisation qu'on avait jusqu'à présent, de comment ça se fabrique l'art et comment ces histoires de il faut être là-bas derrière, il faut être dans le four de la création, ne pas être vu, ne pas être regardé, et surgir tout d'un coup avec son objet iconoclaste et compagnie. Alors que je sais que, enfin, ce que je ressens, moi, ce que j'ai toujours compris de comment on éduque les jeunes filles, c'est sache te mettre en vitrine et sache appeler le client. Voilà, c'est un peu grossier ce que je raconte, mais c'est ce choc-là auquel j'ai assisté en vous écoutant, et du coup, pour moi, toutes les histoires de néolibéralisme et de machin, de marchandisme, ça n'avait plus de prise chez moi, parce que ce qui m'intéressait, c'était cette histoire de féminin qui vient de tout casser toutes nos représentations et toutes nos habitudes de perception. Voilà. Non, je n'ai pas d'objection. Je suis convaincu qu'on peut faire une critique féministe ou
partir C'est pas d'un point de vue de genre, des présupposés ou des impensés de mon topo. Bon, je peux répondre de bon sens. Massivement, quand on mobilise des images de prostitution, effectivement, la prostitution, elle est massivement plutôt féminine que masculine, même si elle peut être les deux naturellement. Donc les images sur lesquelles on va enchaîner, elles vont plutôt se déployer de ce côté-là, même si j'ai pris la précaution de mettre des bémols. Mais le point, donc ça, d'accord, ça je l'admets parfaitement, il n'y a pas de problème. Le point quand même sur lequel je veux insister, c'est qu'il n'y a vraiment aucune espèce de tonalité morale, quoi. C'est pas ça. Je parle de gestes. Je m'intéresse à des gestes. Et donc, y compris, ça renvoie à la discussion sur les philosophes qui se prostituent au MEDEF, etc. Là, on retombe dans une caractérisation, une qualification qui est immédiatement péjorative. Et qui s'est vendu au MEDEF, etc. Bon. Or, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Je suis sur votre longueur d'onde. Je ne suis pas en train de parler de féminisme. Je parle du geste féminin. Là, il me semble, moi, que le geste de Sophie Carle, de Catherine Millier, de Marcella Yacoub, c'est un geste de ce que j'ai reçu comme culture, comme devoir être dans le monde et que je vous balance à la face, que je vous le balance. Je vous le renvoie, ce geste-là. Ce n'est pas du tout une histoire de consciemment ou inconsciemment. C'est pas une histoire de se placer en tant que féministe ou pas. Non, c'est juste que quand je vous ai écouté, dès le début, il y a eu cette liste de personnes, les mots, et qui ont fait que je suis parti ailleurs, quoi. Je suis parti sur une autre piste que celle que vous avez déployée. Voilà, je suis arrivé à dire ce que je sentais exactement. Michel Houellebecq, dans la territoire, Michel Houellebecq, la carte et le territoire, va un peu abonde dans votre sens, au fond, et montre bien l'artiste maudit, au début du roman, si je me souviens bien, en proie à des problèmes un peu triviaux de chauffe-eau, qui va au fond se prostituer avec le Big Band Homme, c'est-à-dire avec Michelin, qui va au fond jouer d'ailleurs avec différentes formes d'art, avec la photographie, en faisant un montage qui va, et en trouvant l'amour aussi avec la chargée d'affaires de Michelin, une fameuse russe Olivia, et au fond il va monter en puissance, et lui il va être dépassé aussi par cette forme prostitutionnelle de l'art et cette montée aussi aux enchères, à tel point qu'il va abandonner en plein succès, dans un premier temps, après son exposition, où Michelin voulait le mettre en avant. Ensuite, il va avoir sa période du désert, et il va ressurgir après tout un travail sur les métiers, je crois les métiers qu'il va mettre alors là, à la peinture, il va passer de la photographie à la peinture, et là, il va y avoir une enchère de l'art contemporain, il peut faire n'importe quoi, même Houellebecq se met en scène, et même le portrait et ça va déboucher sur un crime, parce que les collectionneurs aussi, qui ne peuvent pas l'avoir avec tout leur fric, vont tuer celui qui l'a, etc. Et on voit qu'au fond, à la fin, et là c'est vraiment la prostitution de l'artiste, pour ça arrêter, au fond, il est obligé d'arrêter son œuvre, au fond, de mourir de lui-même, c'est-à-dire qu'il se rend compte. Et en fait, avec d'autres arguments non philosophiques, il montre bien aussi, d'une manière assez très pessimiste à la Schopenhauer, au fond, la misère de l'artiste qui réussit, au fond, qui lui ne comprend même pas du tout ce qui lui arrive, au fond. Ça m'a évoqué un peu ça, un peu au fond, avec tous les distinguos que vous faites dans le grand dégoût culturel, à la fin aussi, c'est un peu ça. D'une certaine manière, ça aurait été un bon exemple. Houellebecq est un bon exemple, à mon avis, pour illustrer votre thèse. Un coup de marteau avec effectivement son nuance. J'ai pas lu un peu de résistance à ça. Et tu es ravi d'être assez proche de lui? Hein? Moi, j'ai constaté dans cet exposé de notre cher Alain, il y a l'exposé est structuré par un langage aussi réel que Canal+, par exemple, quand
donne cette image de la publicité et des sites de rencontre, et puis il y a un couple qui se rencontre, et puis la première chose qu'il lui demande, et c'était très rigolo, elle lui dit vous gagnez combien? Il dit je gagne 6 000 euros. Ah, ça c'est pas mal, je peux rester. Mais il lui dit attention, je gagne la remise, 6 000 euros par an. Ça c'est un peu rigolo dans la présentation de Alain quand il a présenté, si vous voulez, des sites de rencontres qui sont tout à fait prostitutionnels. Ça veut dire que c'est un lieu de prostitution où on consomme l'image et l'esthétique de la femme. Il y a toujours l'omniprésence de la femme. Alors, j'ai constaté aussi, il y a un point dans mon exposé, c'est une chose de vrai. Sarkozy il a inventé la loi racolage passif. Et la gauche, quand elle a pris le pouvoir, interdiction pour les clients. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ils sont plus progressistes que le gouvernement peut être prédécesseur. Mais de quel droit on sanctionne le client? Ça veut dire qu'il y a une sorte de morale, si vous voulez, une morale de la prostitution. Et j'ai pensé à Alain, j'ai dit, mais Alain, pourquoi vous n'avez pas utilisé, vous qui utilisez bien les mots, mais pourquoi vous n'avez pas utilisé le terme, par exemple, classique de type mœurs légères, par exemple? On dit mœurs légères, ça veut dire qu'il y a une dégénérescence, si vous voulez, dans le langage. Là, il y a une image d'Alain que j'ai aimée, c'est qu'il commence par un exemple, le réel, et en même temps, il va faire de la dégression et scruter les champs philosophiques. Alors, commencer par, disons, par Benjamin, parce que c'est l'esthétique en vrai, et après on touche le monstre des monstres dans le tournant de Killer de Heidegger, et en même temps, et là, vous arrivez à dire, bon, attention, il y a dans l'œuvre d'art, ou l'art en tant que tel, il y a une vérité, et on cherche une vérité, parce que l'œuvre d'art, c'est une ouverture de la vérité, mais pas le mensonge, parce que nous vivons dans le mensonge. Moi, je me souviens d'une phrase, d'une idée de Badiou, quand il dit que la philosophie est une œuvre d'art. Moi, j'ai ajouté personnellement, j'ai dit c'est une œuvre d'art non marchande. On était ensemble comme ça. Il a dit strictement ça. Et je trouve que l'exposé en lui-même est révélateur d'une crise intellectuelle dans l'espace artistique. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, le grand théoricien de l'esthétique et de l'art, on ne peut pas, on dit, bon, c'est Rancière. Rancière, il a une image de l'art prostitutionnel dans son imaginaire schizophrène, à mon avis. Quand je dis dans son imaginaire schizophrène, j'étais étudiant il y a 20 ans ici, je lui dis, ah, ça, comment on va? Je pense même que Alain et Ben Saïd, ils étaient avec lui. Il m'a dit, Saïd, il m'a dit, je deviens schizophrène. Je vous raconte ça pas pour montrer que c'était mes profs, il reste toujours mes profs, mais en même temps, il y a une sorte de schizophrénie qui est tout à fait avantageuse, philosophiquement parlant. C'est-à-dire qu'on rejoint que la philosophie ne n'intéresse personne, et moi, pas moi, mais l'ancien comme théoricien de l'esthétique, il devient schizophrène par rapport à la société. Non pas lui, mais la société devient schizophrène. Alors, je renonce et j'essaye de construire, si vous voulez, une déconstruction. Parce que la déconstruction de Alain, vous avez fait une déconstruction, mais elle est idéologique in fine. À la fin, il y a la critique, disons, tout à fait objectivement, du capitalisme et les méfaits du capitalisme, parce qu'il n'y a plus d'artistes. Moi, d'après mes recherches, peut-être, c'est que le dernier philosophe, comme disait l'autre, le dernier philosophe, c'est Nietzsche. Les autres, ce n'est pas des philosophes. Et c'est ça qui pose un problème. Est-ce qu'il y a des philosophes? Est-ce qu'il y a des artistes? Ou est-ce qu'il y a, comme disait l'autre, c'est des gens qui sont inexistants? Alors moi, je suis aussi frappé par la marchandise. Alors, il y a des contradictions dans l'informationnel. Il dit l'écrivain le plus libre au monde, maintenant, 2014, c'est Bernard Lévy.
C'est ça. Il s'appelle Bernard Livy. On va dans le métro, on voit tous les affiches de Livy comme romancier. En même temps, on dit que le plus vendu, le plus lu, c'est Michel Foucault. Et le plus qui attire beaucoup de gens avant sa mort, c'est Derrida à l'extérieur des États-Unis. Et en France, alors vous avez des échantillons là où vous n'arrivez pas à comprendre. Moi, je sais que par exemple, on a fait un hommage à Deleuze à l'université de Goldschmidt à Londres, et on a démontré scientifiquement, on a démontré que c'est l'auteur le plus téléchargé sur Internet. Voilà comment elle se présente, cette informationnalité. Alors, la question 2, à la fin, je demande à Alain, est-ce que vous pensez que idéologiser un discours esthétique et artistique et philosophique demeure dans un espace vivant? Ça veut dire que quand vous dites à la fin qu'il n'y a plus d'avant-garde, c'est le système capitaliste, est-ce qu'il y a une alternative à ce discours-là? C'est une question, je dirais à la fin, quand vous avez fait votre synthèse. Idéologiser est un terme qui est très énigmatique, donc je ne sais pas trop ce que je peux dire, faire comme commentaire là-dessus. Avant-garde, quand je parlais des avant-gardes, la reprise qu'en faisait Thierry tout à l'heure, il s'agit bien des avant-gardes artistiques. On parlait des avant-gardes artistiques, donc les années 20, les fameuses années 20, etc. Bon, on n'était donc pas du tout là dans la question des avant-gardes politiques. Moi, ce qui me paraît un des traits majeurs, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc je me répète, un des traits majeurs de l'art contemporain, c'est qu'il prospère sur la mort de toute notion d'un art d'avant-garde. Le propre d'un art d'avant-garde étant précisément défranger les bords entre l'art et la politique. Maintenant, il n'est plus possible d'effranger les bords entre l'art et la politique comme c'était possible dans le temps des avant-gardes au lendemain, notamment de la Première Guerre mondiale. Ça pour... Oui. Excuse-moi, je vais permettre de la parole. Je suis désolé, confus, parce que justement, cette différence entre moderne et contemporain, on pourrait la faire passer par ce qu'on pourrait appeler la fin des avant-gardes. C'est-à-dire que le moderne, c'est l'art des avant-gardes, depuis le cubisme, l'expressionnisme, l'art du baroque, etc. Donc il y a des avant-gardes qui lient le destin de l'art avec une transformation sociale, tandis que le moderne, le contemporain, ce serait le moment, Lyotard l'avait signalé, puisqu'il écrit à un moment la fin des avant-gardes. Au fond, c'est le moment où on a englobé ça alors dans post-moderne. C'est un peu ça. On peut dire ça comme ça. Dans notre époque, en tant qu'elle est postmoderne, l'art, et évidemment dans nos espaces à nous, c'est-à-dire les démocraties de marché, l'art a perdu l'essentiel de sa capacité d'irruption dans le domaine politique. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Il a perdu sa capacité d'irruption, qui était ce qui, inversement, caractérisait l'art, les formes de l'art d'avant-garde dans l'époque qui était évidemment toute différente dans ses traits généraux. L'époque d'après la Première Guerre mondiale comme époque révolutionnaire. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le destin de l'art aujourd'hui et de cette perte de capacité d'irruption, c'est ce qui dessine en creux les traits de l'époque comme époque de restauration, évidemment. Ou comme dirait Badiou, comme époque contre-révolutionnaire. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à toute la question, mais c'est ça le point qui me paraît absolument décisif, évidemment, c'est-à-dire cet affaiblissement des potentialités de l'art, donc tous les gestes vont se replier sur les espaces immunisés de la culture. C'est-à-dire cet effet de réenveloppement perpétuel de tout ce qui, comme l'art est évidemment un monde sans bord,
de tout ce qui tendrait à produire des échappées susceptibles de produire des dérèglements, des effets politiques, des effets de déplacement, etc. Tout ceci est sans cesse réenglobé, repris, réenveloppé et emmailloté dans le monde de la culture, où ça va devenir productif aux conditions de ce monde-là. Ce qui, évidemment, je ne veux pas du tout dire que c'est un monde de futilité, que c'est un monde d'utilité. Ce que je veux dire, c'est que contrairement à une notion, disons, enfin, traditionnelle que nous aurions, nous, enfin, en pensant toujours à l'art moderne, disons, par opposition à l'art contemporain, quoi. L'art est passé du côté de la reproduction, du côté de la reproduction, je dirais de la reproduction de la vie des populations, hein, pas la reproduction d'un paysage, mais c'est-à-dire, il est passé du côté des régularités, il est passé du côté de la répétition. C'est-à-dire qu'il a une utilité, évidemment, et une fonction éminente à ce titre-là. Il contribue, comme d'autres facteurs, à faire tenir les choses ensemble. Il sert à faire tenir les choses ensemble et il est là pour entretenir, évidemment, il a une fonction éminente pour entretenir quelque chose comme une intelligence collective. Et ça, évidemment, ça n'est pas négligeable. Mais ceci se fait au prix de la déperdition de ce qui était, de ce que l'art moderne voyait comme une fonction, comme la fonction essentielle de l'art, qui était de produire des déplacements, qui était de faire surgir des choses inédites, qui était de produire des intensités. Il est totalement désintensifié. C'est ça le paradoxe de ce que j'appelle cet art contemporain, qui est maintenant entré dans les systèmes de régulation, c'est qu'il est désintensifié et qu'il irrigue la vie commune, ça c'est absolument certain, mais il irrigue la vie commune, je dirais, comme le système de santé irrigue la vie commune, comme la sécurité sociale irrigue la vie commune, et tout. Il est passé du côté des, disons, des mécanismes, pas des mécanismes de sécurité, mais des mécanismes régulateurs en général. Quoique ces derniers temps, il y a quand même, je me permets de le dire quand même, ces derniers temps, alors c'est peut-être pour la très mauvaise cause, je ne sais rien, il y a quand même un gars qui est sur une scène à troubler énormément et la presse et le monde public, et le monde politique. Oui, c'est pas le meilleur de l'art. Ah mais dernièrement, ça a bien chauffé quoi. Voilà. Oui, mais là on est plutôt dans la... Ça produit ses effets parce qu'on est dans une scène qui est politique. Ah ouais. Qui est politique, on l'a dans la Libye, là. Oui, enfin, oui, je ne sais pas, parce que comme je n'ai jamais vu de spectacle, j'ai vu les sketchs de ce garçon, mais je n'ai pas vu un spectacle entier de ce garçon, et on s'est retrouvé quand même, on s'est tout de même retrouvé avec un moment où il n'a plus été possible de faire sa propre opinion. On s'est retrouvé quand même à un moment où le pouvoir nous a dit ça, vous ne le regarderez pas, vous ne l'entendrez pas. C'est en ce sens que c'est politique. Voilà. Je voulais simplement revenir. Il y a dans votre exposé, mais excusez-moi, je n'ai pas lu votre ouvrage sur Le grand dégoût culturel. Je te dis combien d'ouvrages. Mais c'est mieux ça. Vous pardonnerez mon honnêteté, monsieur. Ça a marché. Mais c'est tout ce que je n'ai pas lu. Donc je m'offusque pas. Elle n'a pas lu le livre de... Je voulais que vous m'aidiez à clarifier cette question du public. Parce que dans votre discours, dans ce que vous avez dit à plusieurs reprises, vous avez l'air de porter cette question du public. Alors, je crois que, je ne sais pas comment trop le formuler, mais c'est... est-ce qu'il y a encore un public ou un peuple pour l'art? Est-ce qu'il y a encore un public
intéressé pour la réflexion. Et alors, quelle est la position des gens qui font l'art? Si on ne croit pas que ce public existe encore, comment on continue à faire quelque chose? Enfin, je veux dire, c'est aussi ça une question qui me travaille. C'est l'impression que quand même il y a un public qui a disparu. Je ne sais pas, j'ai vu le film de Chris Marker sur Joli Mois de Mai, qui est un film, c'est une splendeur, et où on montre en 1962, en allant dans la rue, enfin vous connaissez, ce que les Parisiens sont en train de devenir. Enfin, voilà, et c'est un peu ça qui est terrifiant, parce que d'ailleurs, les bras nous en tombent, parce que si on ne croit pas à ça, comment faire? Et en même temps, il ne faudrait peut-être pas tomber dans le piège de ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est-à-dire que François Châtelet, par exemple, François Châtelet est complètement contre cette idée du public qu'on essaie de nous faire avaler, d'un public qui n'a rien dans la tête, qui ne comprend rien, qui n'est pas intéressé par les connaissances. Il était de ce point de vue-là assez utopiste, hein, dans sa pratique enseignante, c'était ça, de croire que malgré tout, les connaissances intéressaient les gens et qu'il y avait encore un public comme ça. Voilà. Alors c'était, voilà, juste parce que vous avez évoqué plusieurs fois cette question du public et que ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Le public, c'est l'opposé d'un peuple, vous avez employé l'expression un peuple pour l'art, c'est une belle expression, mais si on entend l'expression peuple pour l'art, ça voudrait bien dire un peuple, une collectivité qui lie son destin propre au destin de l'art. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les caractéristiques d'un public ou des publics contemporains sont inverses. Les publics sont là en position de récepteurs-consommateurs, prêts à prendre ce qui est à prendre, prêts à changer aussi, de toute façon, valorisant d'ailleurs le renouvellement des denrées qui sont proposées. Le public, en ce sens-là, ça n'est qu'une des facettes de la population. Le public est une des facettes, un des visages de ce qu'on appelle la population. Donc le public, c'est ce qui doit être gouverné par la culture. C'est ce qui a vocation à être gouverné par la culture, ce qui s'oppose littéralement à un peuple qui dit son propre destin, celui de l'art. Voilà, donc il sera gouverné à la culture par moyens. Et encore une fois, quand je dis ça, je suis loin de tous ces clichés, y compris les clichés adorniens, qui nous disent les gens abrutis par le jazz, machin, enfin, je ne dis plus le jazz aujourd'hui, parce que le jazz est devenu au contraire une denrée stockée. Cette musique adornienne, là, de cet art de masse, des canons, des militants, etc., c'est pas du tout ça. Mais au contraire, la culture, globalement, elle sert à rendre les gens intelligents parce que le gouvernement des vivants aujourd'hui a besoin de clients intelligents. Le client a besoin pas de citoyens, mais d'unités de population intelligentes, informées, culturées. Bon, donc de ce point de vue-là, il y a encore, il n'y a rien de péjoratif dans cette façon de décrire l'état des choses, quoi. Mais le public, donc, il se décline quand même sur un mode qui est essentiellement sériel, sérialisé. Ça, c'est très important. Dans les années 50, vous aviez encore un public qui, dans ses rapports avec la culture et avec l'art, se déclinait en termes de classe. Ce qui ouvrait tout un champ pratique possible. Donc vous aviez la possibilité d'avoir un théâtre populaire qui se voulait ce que voulait en faire Jean Villard, qui avait un sens dans une configuration, une constellation de classes, y compris le Festival d'Avignon, à la nuit, etc. Bon, tout ça, ça n'est plus le cas maintenant. Vous avez donc des publics sérialisés à l'infini, et donc une offre culturelle qui est à la mesure de ça, et bon, c'est le supermarché culturel, donc c'est la FNAC, et maintenant c'est Amazon, quoi. Bon. Mais, du coup, il y a une autre angle qui me vient à l'esprit, en relation avec Lionel. Il y a eu, je sais pas, il y a un mois maintenant, ou c'était avant les vacances, je ne sais plus, une semaine, ah oui, c'était avant Noël ce truc, donc il y a 2 mois, 3 jours, 4 jours sur l'œuvre de Lionel, donc avec des colloques, etc. Et il y avait un vieux de la vieille, qui a fait son topo sur la figure de l'homosexuel activiste. Et
il regrettait que l'on perde aujourd'hui cette figure-là. Du coup, il trouvait très négatif le fait d'avoir, par exemple, instauré le mariage pour tous, la dilution de... Voilà. Et du coup, je fais le parallèle, parce qu'après tout, c'est pas parce que je suis homosexuel que je dois avoir une figure d'activiste et garder cette figure-là et d'être le dépositaire de celui de l'activité qui veut déranger la société, hein, donner un coup de marteau, comme vous dites, etc. Est-ce qu'on peut se poser la question si, pour l'artiste, il en va de même aujourd'hui? À savoir que cette fonction d'activiste qu'il avait, est-ce que c'est une fonction obligatoire en tant qu'artiste? Et est-ce qu'il doit toujours en être le dépositaire? Est-ce qu'aujourd'hui, ce à quoi vous faites référence peut être donné par un autre groupe, un autre lieu d'activité de la société humaine? Oui, c'est une question qui m'intéresse. Parce que je pense que c'est toute la question du statut de la marge dans nos sociétés. Donc on peut tout à fait faire ce parallèle entre le domaine du sociétal et le domaine de l'art. Pour dire les choses de façon caricaturale, vous avez deux types de régimes maintenant. Le régime politique, de forme de gouvernement, vous avez ceux qui punissent la marge, vous avez ceux qui criminalisent la marge, c'est des régimes imbéciles, c'est le régime iranien, disons, c'est le régime idiot. Donc là, tu ne portes pas le foulard comme il faut, machin, des conneries comme ça, oh là, le rock'n'roll, ça c'est terrible, et boum, 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 boum. Ça, c'est des régimes imbéciles qui sont voués, un jour ou l'autre, à tomber sur le cul, c'est bien fait pour eux. Bon. Et puis vous avez les régimes intelligents, mais qui se trouvent être d'une intelligence diabolique, évidemment, c'est les nôtres, pour qui la marge est indénie. Pourquoi? Parce qu'on est dans un temps où ces régimes ne peuvent plus gouverner à la réforme. Avant, il y avait des marges, il y avait de la marge pour gouverner à la réforme sociale. C'est-à-dire, on va améliorer votre condition, on va vous construire des logements, on va vous prendre dans une spirale qui est celle du progrès. Ça s'appelle la réforme. Bon, ça c'est plus possible, à cause des conditions du capitalisme aujourd'hui. Donc ce qui va s'y substituer pour donner de l'air aux gouvernants, puisqu'il faut que les gouvernants ont besoin d'air pour respirer, eh bien c'est ce qui se joue sur la marge. C'est-à-dire, hier, les homos ne pouvaient pas convoler comme ils entendaient, et ils étaient plus ou moins suspects, voire criminalisés. Et bon, on va renverser ça. Aujourd'hui, ils sont très très bien et ils vont pouvoir convoler comme les autres. Et on va ajouter des droits sur l'édifice du droit, et etc., etc. Et regardez donc comme nous sommes éclairés, libéraux, etc., ouverts, tolérants, machin, etc. Et on va se donner de l'air comme ça. Dans le domaine de l'art, ça fonctionne de la même façon. Ce qui émerge à la marge est destiné, lorsque ça a une certaine puissance, lorsque c'est porté par un certain flux inventif, d'invention, de création et de vie, tout simplement, sa vocation à aller vers le centre et à conquérir les espaces, disons, les plus fréquentés. Voilà, dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord pour repérer le rapprochement. C'est lié aux conditions du capitalisme aujourd'hui, pour dire la chose encore avec les plus gros sabots de fer que je puisse me trouver. Voilà. Mais oui, c'est vraiment comme ça, il me semble que ça fonctionne. Bon, et c'est pas, je veux dire, quelqu'un comme Baudrillard avait quand même bien vu le truc, il y a déjà un moment, le pauvre Baudrillard, qui est trop décrié peut-être, aujourd'hui. Moi, je veux dire que... Le politique par rapport à l'art contemporain, et où on est arrivé par rapport à ce sujet des formes constitutionnelles, qui est bien féminin, qu'il y a la remarque qui a été prise en compte, et que la Constitution a fait justement que l'art émerge, qu'il y a un savoir-vivre dans les bordels, où il y a finalement un esprit qui se développe artistiquement dans les bordels. Et il y a aussi des formes esthétiques bien profondément engagées dans tout ce qui est l'esprit de l'esthétique.
Et ça, un domaine comme celui-là de l'art revient toujours à la capacité de notre problème au jeu, je pense, compris qu'est-ce que la subjectivité et qu'est-ce que l'on va faire par rapport à cette résistance dans le monde actuel où le capitalisme a donc avalé la capacité de création et aussi donc des savoirs ou des compétences de ce qui est la philosophie comme forme de discours et aussi comme forme de discours, si l'on veut, de création, de capacité politique. Donc moi, ce discours me semble très binaire et nous sommes contre, disons, cette politique néolibérale, mais où nous sommes, c'est-à-dire comment on se met de l'autre côté et dire tout n'est pas nié, justement pour ne pas nier cette capacité d'être dans cette, disons, politique, forme de politique, il faut être plus engagé plus que jamais dans des discours tout à fait différents, dans des formes pédagogiques novatrices et dans une forme d'utopie qu'on continue, je pense, à relever et qu'il faut forger petit à petit chez les enfants même, chez les jeunes, et dans toutes les formes qui ne tiennent à voir directement qu'avec le pouvoir médiatique, malgré que le pouvoir médiatique pourrait donner une capacité politique forte. Donc moi, les discours binaires me mettent un petit peu mal à l'aise de, disons, coincer le politique qui va se forger petit à petit, parce que je pense que c'est un espace qui nous permet, et le discours philosophique est là pour établir une connexion justement avec l'esthétique et ses formes, ses puissances, sa discours, sa poésie et sa novation dans l'imaginaire même sur la conception, si la philosophie est vraiment concept ou pas. Tout ça qui me revient encore dans l'espace de pourquoi pas produire une subjectivité nouvelle qui pourrait mettre en place cette capacité politique qui tient à voir avec les performances, cet art éphémère, cette justement possibilité de faire un art qui compte comme une nouvelle forme de dialogue plus ouvert où le capitalistique pourrait être aussi y faire partie de ce monde, mais dans une forme critique assez puissante pour établir déjà une résistance active, quelque chose de bien établi, de vraiment pas tranchant, mais dans un éventail plutôt encourageant, une capacité créatrice que je pense que l'art moderne que c'est pareil, mais à l'époque actuelle, c'est-à-dire aussi un établissement de ce qui reste dans l'émotionnel, donc dans la force psychologique et subjective et, disons, novatrice de l'émotion et aussi du discours philosophique. Donc, je voulais simplement rebondir sur ça. Oui. Moi, ce que je pense, c'est des choses simples. Hein, c'est que ce qui se perpétue, pas ce qui subsiste, ce qui se perpétue de capacité à mettre en place de façon visible des contre-conduites, des pratiques d'une endurance, parce que j'essaie d'imiter le mot résistance, qui est un mot à tout faire aujourd'hui, qui lui est un mot prostitué aussi aujourd'hui. Donc je dis plutôt endurance, des formes d'endurance qui consistent à ne pas céder, à ne céder sur rien, ou du moins à ne pas céder sur l'essentiel. Cette capacité à maintenir une position, à s'y tenir et à s'y tenir aussi longtemps qu'il faut. Bon, ça existe dans notre monde, ça existe dans nos sociétés, même on a l'impression que la politique est dans une déperdition, dans un état de déperdition totale, où on a perdu tous les repères, etc., etc. Ça existe, ça c'est un axiome, il faut le poser, ça existe et on peut le montrer. Mais on va le montrer où?
on va le montrer dans des lieux qui sont des lieux comme, disons, Notre-Dame-des-Landes. Mais pas des lieux d'exposition, où des artistes vous montrent des choses sublimes ou terribles sur, je ne sais pas quoi, les suites du tremblement de terre à Haïti, ou des choses de cette espèce-là. Vous pouvez faire les pieds au mur tant que vous voulez dans un lieu d'exposition, ça reste un lieu d'exposition. Et il n'y a pas de politique là-dedans, c'est un lieu immunisé. Les choses, elles se passent à ciel ouvert, soit dans la rue, soit Notre-Dame-des-Landes, dans des lieux où il y a des affrontements, et pas dans des lieux où on vient tourner en disant ça c'est beau, ça c'est fort, dans des lieux où il y a des affrontements, dans des lieux où vous avez des forces qui se confrontent, donc vous avez l'État qui est là, et ceux qui s'y opposent, et des lieux donc où il y a un espace de confrontation. Là, voilà, c'est ça. Et donc il y a tout un faux semblant, ce que je veux dire c'est simple ici, il y a tout un faux semblant de l'art contemporain qui est enfermé dans des lieux où par définition il ne peut rien se passer de politique. C'est tout ce que je veux dire. Hein. Et donc une fois qu'on a, si on s'est mis d'accord là-dessus, bon, le reste, tout le reste, on peut discuter. On retrouve des artistes dans toutes sortes d'actions, de manifestations. D'abord, le geste de l'art contemporain, celui que j'incrimine, n'a strictement évidemment rien à voir avec celui de tous ces grands artistes du passé qui travaillent à la commande. Rubens, il travaille à la commande. Ça n'a rien à voir, parce que l'immense majorité de ceux qui sont sur le marché aujourd'hui, l'immense majorité de ceux qui sont sur le marché aujourd'hui, ils ne sont pas de commande. Donc ils doivent chercher l'acheteur, ils doivent aller l'attraper par la manche. C'est ça qui est spécifique dans les conditions de l'art contemporain. Non, il y en a quelques, oui, la commande, il y en a encore, mais ça, la commande, elle concerne quelle proportion de ceux qui se disent artistes aujourd'hui? Tous ceux qui produisent massivement ne produisent que par la commande. Non, mais massivement, mais moi ça m'est égal qu'ils produisent massivement ou pas massivement. Non, mais quand tu cites Jeff Koons, voilà. Non, ça je sais, parce que justement j'ai dit, à la fin de mon exposé, j'ai dit c'est pas ça mon problème. J'ai dit ça n'est pas ça mon problème. Mon problème c'est l'artiste de gauche aujourd'hui, avec sa bonne conscience et sa mauvaise foi, qui cherche, qui se pousse, qui avance, etc. Laisse-moi te répondre. Il se pousse, il avance, il fait tout ce qu'il peut pour se montrer, pour se promouvoir, pour exposer, etc. Convaincu qu'il porte la charge d'un message politique progressiste qui va faire avancer le schmilblick, etc., qu'il est dans le bon, il n'a absolument aucun poids parce qu'il n'y a aucun enjeu en termes de gouvernement des vivants du côté de la philosophie, alors que du côté de l'art, il y a des enjeux qui sont premiers. Il n'y a pas d'aide, tu remarqueras qu'il n'y a pas de ministère de la philosophie, le ministère de la culture, il y en a un. Oui. Hayek était philosophe, François Evade est philosophe. Vous dites là un peu général, parce que qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? L'art, d'abord. Vous parlez uniquement de l'art plastique, de l'art, c'est-à-dire soit sculpture, soit architecture, soit peinture. Mais justement, les catégories traditionnelles, on peut dire quasiment, ont disparu. Moi je vois, en fait, comme tu l'as dit d'ailleurs, rappelé, mais enfin, tout le monde le voit avec évidence, c'est que, mettons, ce qu'on appelle peinture a quasiment disparu dans la création, ou tout au moins, on ne voit pas, mais là aussi il y a le problème de commande. Il y a un moment, au fond, où il y a des organismes ayant, je prends uniquement des commandes publiques. Il y a eu commande à Chagall, il y a eu commande à Masson, il y avait eu commande à Dufy, etc., comme au moment du Trocadéro nouveau, il y avait eu commande à... Qui défend la bonne cause, qui a les bonnes valeurs, etc. Et au fond de tout ça, il y a évidemment un quiproquo, un faux semblant, et là une dose de mauvaise foi qui est infiniment plus épaisse que la mienne, parce que non, il est pris dans un diagramme, il est pris dans des gestes, il est circonscrit dans des espaces où il n'y a aucun effet politique, il ne produit aucun effet de déplacement. Il est sérialisé dans un monde de l'art d'aujourd'hui où c'est étanche.
entre les espaces politiques, là où il y a des rapports de force, là où il y a de la tactique, là où il y a de la stratégie, où il y a de l'exposition et du danger, et cet espace immunisé de l'art, il n'y en a pas beaucoup qui vont en prison, tu l'auras remarqué, aujourd'hui, aussi subversif soit-il, hein, sous nos latitudes. Non, ailleurs, oui. Non, mais ailleurs, je sais pas, là, on n'est pas en plus, c'est très bien que je suis en train de parler, évidemment, des espaces qui sont les nôtres. Mais des philosophes en prison en France, il n'y en a pas non plus. Hein? Des philosophes en prison en France, il n'y en a pas non plus. Non, mais des positions politiques peuvent conduire en prison. Tarnac, ça peut conduire en prison. L'équivalent de Tarnac en art, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, jamais entendu parler. Bon, c'est ça, oui, c'est ça le problème. Donc, ce que j'incrimine là, c'est un geste qui embarque, si tu veux. Ça fonctionne comme un entonnoir. Et donc, même ceux qui se présentent sous les dehors, les plus engagés, les plus ceci, les plus cela, c'est déterminé et surdéterminé par l'inscription dans cet espace-là, qui est un espace immunisé contre les effets politiques. Alors quand tu me dis qu'il faut constituer des avant-gardes, machin, etc., je voudrais savoir où elles sont les avant-gardes artistiques aujourd'hui, je voudrais savoir quel est leur champ de communication avec les espaces politiques, quels sont leurs effets politiques, quel est leur poids politique, etc. Et ça n'a rien à voir, pour finir sur ce point-là, ça n'a rien à voir avec le statut de la philosophie, parce que c'est une question de part de marché. Je veux dire, la philosophie, elle ne compte pas, alors que l'art, aujourd'hui, l'art contemporain, a une fonction dans l'expérimentation de nouveaux dispositifs de gouvernement des vivants, qui est évidemment essentielle et fondamentale. La philosophie, c'est peanuts, c'est rien du tout. Alors, il y en a qui se vendent aussi, je veux dire, il y a des philosophes qui sont entièrement du côté de la culture, du marché, etc. Mais bon, ça, c'est pas ça qui est déterminant. C'est parce que la philosophie, ça n'intéresse personne. Heureusement, ce qui nous sauve, c'est que la philosophie n'intéresse personne. Alors que l'art, ah oui, ça intéresse beaucoup de monde, à commencer par les gouvernants, parce qu'on gouverne avec ce qui s'appelle l'art aujourd'hui, c'est-à-dire la culture. Voilà, c'est là qui est toute la différence. Donc, le rapprochement, bon, moi je veux bien, on peut le faire comme ça, mais il n'a aucun... L'art pariétal tel que nous le recevons actuellement, c'est entièrement une reconstruction esthétique. Il y a bien un objet, et la réception de cet objet, c'est une construction sociale et esthétique. Et donc, qu'est-ce que nous avons à construire socialement et esthétiquement de la réception des objets contemporains de l'art, qui ne sont pas tous prostitutionnels? Et en quoi peut-il y avoir dans le contemporain une manière d'entrer en conflit et en lutte contre ces formes prostitutionnelles qui sont bien évidemment majoritaires sur le plan économique, mais qui pour autant ne sont pas du tout absolument, monopolistiques sur le plan de la production. Voilà, je crois que ça me paraît indispensable de faire ces distinctions si on veut pouvoir produire un vrai rapport politique à ce questionnement. C'est justement contre ce genre de discours sulpicien que j'ai conçu mon exposé. Contre ce genre de discours quoi? Sulpicien. Sulpicien. Tu veux dire Saint-Sulpicien? Hein? On dit sulpicien. Bon, pourquoi? Parce que, oui, je sais bien que tu allais t'efforcer de diluer le poison de cette façon, mais c'est justement contre ça, contre la position que tu défends, exactement contre cette position-là que j'ai conçu cette exposition.